Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'année 2023 vient tout juste de démarrer, alors je souhaite à chaque personne qui écoutera cet épisode une excellente année 2023, qu'elle soit 3 fois meilleure que 2022. Et surtout, petite recommandation, ne prenez pas d'abonnement à la salle de sport si vous comptez vous arrêter au bout de 2 mois. Je dis ça comme ça, juste en passant. Alors, pour ce premier épisode, on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'un QA et comment est-ce qu'on devient testeur qualité ? En France, l'une des premières questions qu'on pose à quelqu'un quand on vient juste de le rencontrer, c'est le fameux « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Bon, c'est pas forcément une bonne chose, mais ça c'est un autre sujet. Généralement, quand je réponds que je suis analyste qualité, une espèce d'incompréhension se lit sur le visage de mon interlocuteur. Du coup, j'ai pris l'habitude de demander « est-ce que tu vois à quoi ça correspond ?» Sans vous mentir, dans 80% des cas, on me répond oui, mais avec une définition qui va être assez éloignée de la réalité. En fait, les personnes qui connaissent réellement le métier travaillent quotidiennement avec des analystes qualité. Mais c'est pas surprenant parce que c'est un métier qui s'est démocratisé avec notre utilisation croissante d'éléments technologiques. Donc QA vaut pour Quality Analyst. Pas besoin de traduire, je pense que c'est assez explicite et puis je l'ai déjà dit il y a 1 minute. Donc si on prend la définition Wikipédia, je vais pas le dire trop fort, l'assurance qualité logicielle, c'est un ensemble d'activités planifiées et systématiques de toutes les actions nécessaires pour fournir une assurance suffisante de la qualité logicielle d'un nouveau logiciel et d'une version de logiciel conforme aux exigences et aux attentes établies. Les pratiques de l'assurance qualité logicielle varient selon le modèle d'affaires et d'industrie où le logiciel est utilisé. Donc, pour faire simple, ce sont toutes les pratiques propres à un secteur qui vont permettre de commercialiser un logiciel qui va être fiable et efficace. Par logiciel, j'entends application, site web, n'importe quel programme informatique. Donc, ça peut être votre téléphone, votre voiture, un micro-ondes, un avion, les programmes qui sont utilisés par les banques, vos applis bancaires, etc., etc. Les grands principes de l'ingénierie logicielle sont en fait nés à la fin des années 60, suite à ce qu'on a appelé la crise du logiciel. À l'époque, les éditeurs de logiciels se sont rendus compte que les coûts de production de leurs logiciels, justement, dépassaient les coûts matériels. À l'époque, on ne faisait pas autant de tests qu'aujourd'hui. Donc imaginez des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont mobilisées pendant des mois sur un logiciel, sans aucun test, et que le logiciel en question présente une faille 1 semaine après sa commercialisation. Vous en doutez, ça peut devenir ultra cher, surtout s'il faut tout reprendre. Les entreprises et les institutions donc ont appris leurs erreurs et investissent de plus en plus dans le test car c'est en réalité des économies qui se font sur le long terme. Et puis honnêtement, on ne peut jamais trop tester un logiciel. Je vais vous donner un exemple. En 2009, la Lexus ES350 de Toyota a fait entre 200 et 400 morts, simplement en enclenchant l'accélération de la voiture jusqu'à 150 km/h, tout en désactivant la pédale de frein. Ça a coûté 2,3 milliards d'euros à Toyota. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il se trouve que l'ordinateur de bord avait été conçu sans aucun contrôle. Conclusion, si des tests avaient été plus poussés, on s'en serait certainement rendu compte et des vies auraient été épargnées. Donc après tout ça, je pense qu'on a compris l'utilité des tests. Bon, évidemment, ils sont pas tous aussi critiques. Mais si une application crash, ou si un site web est trop lent à charger, le premier réflexe, la première, ça va être de fermer la page. Et ça, forcément, ça fait moins d'utilisateurs et donc potentiellement des clients de perdus si un produit ou un service est vendu à travers la plateforme. Donc voilà pour le contexte historique. Si on en revient à nos jours, qu'est-ce que va faire concrètement un analyste qualité de ces journées ?
Alors ça va dépendre de l'entreprise, de la mission, du type de logiciel sur lequel on travaille. Un logiciel chez Air France ne sera pas testé de la même manière que chez Apple. Pourtant, il s'agit du même métier. Mais si on doit essayer de décrire une journée type standard, on aura forcément la participation à des réunions, notamment dans un contexte agile, des tests spécifiques sur tout ou partie du logiciel sur lequel vous travaillez en ce moment. On va se mettre dans la peau d'un utilisateur qui peut aussi être un professionnel. Essayer de détecter des bugs, les qualifier selon s'ils sont mineurs, majeurs, bloquants, de les communiquer aux équipes en charge de résoudre ces bugs. Les outils de test et des suivis des tests vont être propres à chaque entreprise, mais il y a quand même des incontournables. On peut citer par exemple Jira, Selenium, X-Ray, Appium, HP, ALM, et c'est une liste qui est non exhaustive parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, on va avoir la rédaction des bugs qui auront été détectés. Donc ça, c'est une phase qui est assez chronophage. Et puis le retest ou le rejeu des anomalies qui ont déjà été corrigées par des développeurs. Après, on va aussi avoir beaucoup de préparation à faire, notamment pour les projets à venir. Donc ça va aller de la rédaction des plans de test, qu'on appelle aussi cahier de recettes. Il y aura de la définition de stratégie de test, etc. Pour les testeurs automaticiens, il s'agira aussi d'écrire les scripts, donc dans un langage de programmation, donc aka du code, pour justement automatiser les actions qui vont être répétitives. Ce qui nous amène à la différence entre un testeur QA, donc un analyste qualité, testeur manuel, et un testeur automaticien. Les noms de chaque sont assez explicites. Un analyste qualité / testeur manuel va tester des logiciels à la main, comme un utilisateur lambda, alors qu'un testeur automaticien va plus se rapprocher d'un développeur, justement parce que ces outils de travail vont nécessiter l'utilisation de code. Par défaut, ça nécessite plus de compétences techniques, au contraire d'un testeur manuel. Comment devient-on QA ? Comme je le disais plus tôt, le test logiciel n'est pas hyper connu du grand public. En posant la question autour de moi, à mes collègues entre autres, je me suis rendu compte que la majorité des analystes qualité le sont devenus dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Mais au détour d'une conversation, une personne de leur entourage leur a dit « Ah, effectivement, c'est vrai que j'ai entendu parler de ce métier-là, mais c'était un peu un accident. Ça a été des accidents pour la majorité d'entre eux. Et puis après, ils ont mis le pied dedans, ils ont fait de la recherche et puis ils se sont dit « Ah, ok, pourquoi pas ». Donc on a deux types de parcours différents. Soit on faisait quelque chose de complètement différent, ce qui était mon cas. On cherche à mettre un pied dans la tech sans repasser par de longues études. Dans ce cas-là, on suit une formation de 3-4 mois et ensuite il est possible de commencer à travailler. Soit on travaille déjà dans la tech et on cherche un métier un peu moins stressant. Beaucoup de testeurs automaticiens, par exemple, sont passés par la case développement avant de devenir testeurs. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que le métier de testeur est aussi bien rémunéré que le métier de développeur à expérience égale. Un QA junior va commencer généralement entre 30 et 35 000 euros à l'année. Un développeur junior sera entre 33 et 37 000 euros à l'année. Cette fourchette ne fait qu'évoluer forcément avec l'expérience et un testeur senior pourra prétendre à 50 voire 60 000 euros annuels. Tout ça varie forcément depuis l'emplacement géographique et de l'entreprise parce que les salaires en région parisienne, à titre d'exemple, sont plus élevés qu'en province parce que la vie y est plus chère. Au-delà des compétences demandées, donc la maîtrise de certains logiciels et puis un assez bon niveau d'anglais, en termes de qualité, il est demandé à un analyste qualité d'avoir un bon esprit d'analyse, justement, une rigueur et surtout le souci du détail. C'est un métier de détail. Connaître son environnement et son secteur est important, mais ce n'est pas obligatoire. Un consultant peut très bien travailler chez Dior
pendant 6 mois, puis à la SNCF pendant 6 autres mois sur 2 types de logiciels, forcément qui seront très différents. Une bonne communication orale et écrite est également très importante parce qu'on est amené à échanger avec plusieurs équipes et il faut que les personnes auprès desquelles on reporte les bugs comprennent le contexte et les conditions dans lesquelles les tests ont été réalisés. Mais après, pour ce qui est de la communication, je pense que ça n'a rien de différent des autres corps de métier ou des autres secteurs. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. J'aurai l'occasion d'approfondir tout ça avec mes invités dans les prochains épisodes. Mais n'hésitez surtout pas à me contacter sur LinkedIn ou sur TikTok si vous avez des questions. Je tâcherai de vous répondre assez rapidement. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.